Bienvenue dans votre émission Préventive Santé pour tous, l'émission qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. À ce titre, nous avons invité Madame Nassira Abdeslami, qui est diététicienne à la clinique Saint-Jean. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à toi Virginie pour l'invitation. Voilà, nous remercions également Ropnel, qui est psychologue dans le service d'obésité et de surpoids, aussi à la clinique Saint-Jean. Exactement. Voilà, merci d'être avec nous, Nel. Merci. Vous êtes toutes les deux déjà venues, hein, donc oui. Mais pas ensemble. Donc du coup, on fait des mixtes ici dans l'émission. Alors je rappelle que l'émission est réalisée en collaboration avec l'espace Santé Famille qui est situé chaussée de Louvain 51 à 1210 Saint-Josse et que vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions par SMS ou par téléphone au 0488 106 800. Alors je vais juste remettre un tout petit peu le cadre de cette émission aujourd'hui. Il faut savoir que l'Institut scientifique de santé publique relève que 19,3% de jeunes Belges sont en surpoids, ainsi que 49,3% d'adultes. Donc, comment faire pour réguler notre poids tout en préservant notre santé physique et mentale? Et alors, comment choisir le bon régime alimentaire parmi tous ceux qui sont proposés de nos jours? Bon, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode ces derniers temps. Donc ça semble être une des pratiques les plus prisées en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc c'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter nos spécialistes aujourd'hui pour parler du jeûne intermittent et voir un petit peu si c'est adapté éventuellement pour des régimes, mais aussi peut-être pour d'autres types de problématiques. Alors on va commencer avec Madame Rob. Puisque vous travaillez en tant que psychologue dans le service d'obésité et de surpoids de la clinique Saint-Jean, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer quel est votre rôle au sein de ce service? Oui, mon rôle est un peu à deux côtés. On voit des personnes qui viennent spécifiquement pour faire une opération pour leur obésité. Et pour ces personnes-là, j'ai un peu le rôle pour voir si l'opération est une bonne solution pour cette personne-là. Mais à côté, on reçoit aussi des patients en surpoids ou en obésité qui ne sont pas intéressés pour l'opération. Et à eux, on donne un conseil, un suivi psychologique et nutritionnel pour une perte de poids ou pour un soutien s'ils ont un trouble alimentaire. D'accord, donc vous faites tout l'accompagnement des personnes qui peuvent avoir soit des troubles alimentaires, soit tout ce qui est lié au poids, au surpoids. Donc, vous y connaissez un petit peu dans ce domaine-là, on va dire. C'est dans ça. le domaine du poids. Oui. C'est bien, on va en parler aujourd'hui. Alors, on a aussi Madame Abdeslami. Donc, vous êtes diététicienne. Quelle est votre fonction exactement au sein de la clinique Saint-Jean? Principalement, moi, en tant que diététicienne, je suis responsable de la prise en charge diététique nutritionnelle des patients, que ce soit avant, pendant ou après leur hospitalisation. Donc, je réalise des bilans nutritionnels, des consultations. J'adapte aussi les menus des patients hospitalisés en tenant compte de leur pathologie, de la demande médicale, de leur goût, de leur habitude un peu alimentaire. On crée aussi plein de nouveaux menus en fonction aussi de la demande. Par exemple, il y a quelques temps, on a créé le menu halal pour nos patients. C'était une première à Bruxelles, d'ailleurs en Belgique, je crois. Oui, ça n'existe pas. Je ne savais même pas que ça pouvait ça existait à Bruxelles. Oui, on était contents de proposer ça parce qu'il y avait une demande. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas d'adapter, de faire un peu le bilan, la prise en charge globale et de travailler aussi en équipe multidisciplinaire. D'accord. Donc, c'est un peu varié. On peut vous raccrocher à plusieurs services, on peut dire, en tant que diététicienne. Ou c'est juste un service en particulier? Moi, principalement, je m'occupe de la néphrologie. Donc, c'est tous les patients qui ont des problèmes au niveau des reins. Ainsi que de la nutrition en pédiatrie. Donc, je prends en charge les enfants et les adolescents. Ouais. Et alors, en fait, chaque diététicienne a un petit peu sa spécialité. On a des diététiciennes spécialisées en gastro-entérologie, en gériatrie, en oncologie, voilà. Okay. Donc, on s'organise un peu comme ça et chacune a ses services. D'accord. Mais du coup, vous travaillez parfois ensemble ou pas du tout? On est dans d'autres services. Voilà, vous êtes dans d'autres services, vous n'êtes pas dans les mêmes services. Non. Mais c'est intéressant de vous avoir toutes les deux sur le plateau parce que du coup, c'est deux approches aussi qui peuvent être différentes et complémentaires. Est-ce que Madame Rob, vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que le jeûne intermittent? Oui, le jeûne intermittent, c'est un régime qui donne une règle qu'on peut faire en plusieurs manières et c'est de ne pas manger pendant plusieurs heures et après, pendant une période en fait, et après avoir une période où on peut manger. Mais ça peut se traduire dans des heures, mais aussi dans des jours de la semaine
Donc ça, c'est un peu le principe. Ça dépend, enfin, on sélectionne le nombre d'heures ou en fonction de ce qu'on recherche peut-être. Oui, je pense le jeûne intermittent le plus utilisé aujourd'hui, c'est le 16 heures pas manger et 8 heures qu'on peut manger. Mais en fait, il y a plusieurs variations à faire. Et ça existe aussi, par exemple, faire le jeûne pendant 2 jours de la semaine et le reste de la semaine, on mange normalement. Ouais, comme chez les musulmans, ça c'est marrant. Chez les musulmans, c'est le lundi et le jeudi. Ah, oui. Donc c'est rigolo. Et puis là, on est en période de Ramadan, donc comme vous le savez, donc là c'est carrément 30 jours. Donc, voilà. Mais on mange quand même la nuit. Hein, donc on mange quand même. Et ça va, c'est pas des trop longues journées actuellement. Non, ça va. Et c'est un jeûne intermittent aussi. Oui, c'est aussi un type de jeûne intermittent. Puisque exactement. Quoi, c'est 4 heures jusqu'à 20 heures. Oui, ça fait 16 heures. Exactement. Bah oui, c'est ça fait 16 heures en fait. Hein. On est en plein dedans. On est en plein dedans, bah oui. Voilà. Et donc, je reviens alors avec Madame Abdeslami. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment fonctionne le jeûne intermittent ? En fait, le jeûne intermittent, moi, je compare un peu ça au grand nettoyage de printemps, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, en fait, le corps va un peu se nettoyer, utiliser ses stocks, se régénérer. Donc, je crois que quand on jeûne, il faut vraiment profiter de cette période pour au maximum un peu remettre de l'ordre dans son corps et dans son organisme. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement quand on va jeûner ? Vous savez que quand on mange en temps normal, on a de l'énergie directement via notre alimentation, directement disponible. Et en fait, quand on va jeûner, dans les premières heures, on dit déjà après 8 heures, notre corps va faire un peu de ce qu'on appelle l'endonutrition. Il va aller chercher à l'intérieur ce qu'il a besoin, enfin l'énergie qu'il a besoin. Il va aller chercher principalement dans les réserves de glycogène qui se situent dans notre foie. Et là, c'est une source d'énergie directement disponible. Et en fait, on remarque qu'après 3-4 jours, ces réserves vont un peu s'épuiser et donc le corps va aller chercher où ? Dans nos tissus gras, dans le fameux tissu adipeux. Et là, sans rentrer dans les détails un peu biochimiques, on va produire ce qu'on appelle les corps cétoniques. Et là, c'est une source d'énergie directement disponible pour notre organisme, pour son fonctionnement. Donc voilà un peu comment on fonctionne quand on est content quand ça va chercher dans le gras. Hein. On Exactement. veut tout ce que ça aille chercher dans le gras. Là. Donc ça fait plaisir. Mais du coup, ça prend quand même un certain temps avant que le corps n'aille chercher dans les tissus adipeux. Oui, parce que notre foie stocke, stocke quand même de l'énergie. Et donc, on va d'abord puiser là-dedans. En fait, notre corps est tellement bien organisé, il y va par étapes. D'abord dans les réserves et puis après, on ira dans le corps gras. Et si c'est un jeûne plus drastique et qui va durer plus longtemps, il va même aller puiser parfois dans le tissu maigre. Mais ça, c'est vraiment en dernier recours. Et c'est quoi le tissu maigre ? C'est les protéines, c'est le muscle. Le muscle, ouais. Donc on peut perdre du muscle. On peut perdre du muscle, ça, voilà. C'est vraiment si ça dépend on n'a pas trop de réserve aussi. Oui. Non ? Pardon ? Si on n'a pas trop de réserve aussi, je suppose que si on est quelqu'un qui est déjà bien dodu, qui a des réserves entre guillemets, il va d'abord aller chercher là avant d'aller chercher dans le tissu. C'est ça. En fait, le corps va s'auto-stopper et pas trop aller dans les réserves de muscles parce que ce muscle, ces protéines, sont quand même indispensables pour les organes vitaux en fait. Et donc, il y a un stop qui va se mettre directement et le corps va ensuite aller puiser plus dans le tissu gras, en fait, voilà, pour préserver cette masse maigre qu'on a besoin pour toutes nos fonctions vitales. Et c'est vrai que ça enlève un peu, le jeûne, quelque chose qui va enlever un peu tous les déchets, tout ce qui reste peut-être stocké dans l'estomac ou dans l'intestin. Oui, bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Oui, des bénéfices, mais bien sûr, oui, c'est ça. Quand je parle du grand nettoyage de printemps, c'est vraiment ça en fait. Ouais. Ça va, tout va un peu s'auto-réguler. Mais attention, encore évidemment, tout dépend de l'alimentation qu'on va avoir. Après, oui. Exactement. Ouais, il ne faut pas non plus se dire j'ai pas mangé, j'ai fait mon jeûne et puis après, je mange n'importe quoi juste après. Parce que ça peut être à double tranchant. Si on mange n'importe quoi après, tous les bienfaits vont être réduits, quoi. Oui, d'ailleurs, j'avais un médecin qui m'avait dit que pendant Ramadan, parfois, on avait des gens qui arrivaient aux urgences avec le foie explosé, le pancréas. Exactement. C'était quand même assez grave justement parce que on faisait un peu yo-yo avec. C'est ça, il ne faut pas non plus, je dis toujours à mes patients, il ne faut pas malmener son corps. On le met à un moment donné au repos, il va puiser dans ses réserves, on a une baisse d'insuline. L'insuline, cette hormone qui sert un peu
règle la glycémie, si on veut. Et à un moment donné, quand d'un coup, on lui apporte comme ça beaucoup, le foie, le pancréas commence à produire aussi de l'insuline. Enfin, voilà. On dérègle tout d'un coup et ça, c'est pas bon non plus. Ouais. Ok, super. Ça donne déjà un aperçu de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, Madame Rob, jusque combien de temps on peut faire durer un jeûne? Est-ce qu'il y a un risque de, par exemple, développer des troubles de conduite alimentaire? Parce que ça aussi, on a vu beaucoup de jeunes ou de jeunes femmes qui vont commencer, par exemple, à jeûner ou à faire un régime un peu drastique et qui finissent par avoir de l'anorexie, par exemple, ou de la boulimie ou des troubles de conduite alimentaire. Oui. Jusqu'à quand ça peut durer, je pense que c'est très, très individuel. Je pense au moment que tu sens que ça te fait du mal, arrête de le faire. Ça, c'est sûr. Ça. Et oui, effectivement, un trouble alimentaire comme par exemple la boulimie est effectivement provoqué par des moments où on se force et on s'oblige de ne pas manger ou de manger très, très, très peu. Et à un moment, on n'arrive plus à suivre et du coup, on craque. Et là, on va manger beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, en fait, si on dit on jeûne toute la journée, en fait, le soir, on mange tout ce qu'on devrait manger la journée en 1 heure, là, ça, c'est pas du tout bien. Et une fois qu'on sent ça, imagine qu'on est en train de faire le jeûne intermittent et un moment, ça nous arrive, c'est ça le moment où il faut arrêter. Parce que si on continue, à ce moment-là, c'est là où on peut développer des troubles alimentaires comme la boulimie. Ouais, moi, je sais que j'avais quand même des patientes anorexiques à qui j'avais quand même déconseillé le jeûne. J'avais demandé au médecin si elles pouvaient jeûner parce que le problème, c'est que ce sont des automatismes mentaux et donc c'est très compliqué si on souffre d'anorexie mentale ou de boulimie, de jeûner, parce que le problème, c'est qu'après, on a des automatismes qui reviennent et il y a toujours un risque de rechute. Mais parfois, c'est dur à faire comprendre aux personnes qu'il y a un danger aussi si on est déjà malade, en fait. Il faut savoir que de toute façon, si on parle du jeûne du mois de Ramadan, par exemple, si on est malade, on ne doit pas jeûner. Donc, de toute façon. Et c'est vrai que la maladie comme l'anorexie et la boulimie, ce sont aussi des maladies mentales quand même relativement graves. Enfin, ça dépend du degré de sévérité, mais je veux dire, c'est quand même... l'anorexie, on peut en mourir, par exemple. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est quand même assez grave. Donc, il faut faire attention. Et même avec la boulimie ou l'anorexie, quand on va vomir, c'est là on aussi, vomit ses protéines, ses vitamines. Médicaments, c'est très mal, mais aussi psychologiquement. C'est très, très, très dur d'avoir ça, le mental... Oui, on est souvent une honte et alors aussi gêné par rapport aux gens, ne pas oser aller manger chez les autres, ne plus partager de repas familiaux. On va refaire une émission sur l'anorexie et la boulimie, je pense. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas n'importe qui peut jeûner et qui va jeûner. Donc, comme vous disiez, c'est un peu individuel. Si on sent qu'on est capable de jeûner, alors on peut faire le jeûne et ça c'est chouette. Mais il faut bien connaître son corps et ses limites et ce qu'on est capable de faire aussi. Et je voulais aussi dire, c'est pas parce qu'on n'a pas encore eu un trouble alimentaire avant que du coup le jeûne, ça va être bien. On peut aussi le développer pendant qu'on fait le jeûne. On n'a pas un caractère faible ou quelque chose d'autre alimentairement faible. Non, ce sont des automatismes mentaux qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeûnes intermittents sont quand même assez bien cadrés enfin, peut-être pas chez nous, mais en tout cas, je sais que en Allemagne, il y a des pays limitrophes qui organisent des cliniques du jeûne. Et où on jeûne. Et maintenant, il y a beaucoup de diététiciennes qui accompagnent des gens dans le jeûne intermittent. Je me trompe pas, madame? Oui, bien sûr. On a des demandes, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Ça, c'est quand même assez... modernisé ou voilà, ça se répand. Ça se répand de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui commencent aussi à sortir. On commence à s'intéresser, le monde scientifique commence aussi à s'intéresser de près aux jeunes et aux bienfaits. Et puis il y a des témoignages aussi. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont aussi senties beaucoup mieux après avoir observé un jeûne intermittent. Donc c'est toutes ces choses-là qui amènent peut-être les patients vers nous et qui veulent commencer une cure de jeûne. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les différents types de jeûnes intermittents et lequel on peut conseiller, par exemple? Il y en a 3, on va dire, connus. On a le jeûne alterné. Là, c'est jeûner un jour, manger un jour. On a le 5-2.
En fait, là, c'est un peu comme Nel expliquait, c'est 5 jours de la semaine, on mange normalement, et alors pendant 2 jours, on va vraiment réduire ses apports à maximum 600 kilocalories par jour. Et alors, on a le fameux 16-8, c'est un peu le plus connu, c'est comme le jeûne du mois du Ramadan. On va jeûner 16 heures et on va manger pendant 8 heures. Et alors, il y a 2 écoles, en dehors évidemment du jeûne religieux. Il y a les personnes qui vont continuer à boire de l'eau, des tisanes ou du bouillon. Et alors, il y a les personnes qui vont vraiment tout arrêter et seulement boire et manger pendant les 8 heures. D'accord. Donc, on voit qu'il y a une variabilité quand même dans les différents types de jeûnes. C'est ça. C'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, je sais que on boit de l'eau. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'alimente pas pendant de longues durées, mais on va boire beaucoup d'eau. Voilà, donc, en fait, il ne faut rien qui puisse déclencher notre système métabolique, donc l'eau, les tisanes, sans sucre évidemment. Ouais, pas de sucre. Ouais, le bouillon, voilà, ça s'arrête là. Ouais. Et le plus conseillé, personnellement, je conseille le 16-8, parce que c'est celui qui s'intègre le mieux dans la vie quotidienne. On va y revenir aussi. C'est celui qui s'intègre le mieux. En fait, on saute un repas au final, que ce soit le petit déjeuner ou le souper. Et donc, on peut le suivre beaucoup plus facilement. Oui. Ouais. Ok, alors on va partir à la pause, juste quelques minutes, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent. Donc restez avec nous sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons donc du jeûne intermittent et on avait commencé. Enfin, moi, je suis très intéressée. J'aime bien les régimes et tout ça, les trucs. Voilà, vous savez bien. Voilà, parfois on prend du poids et tout. Et là, la question du jeûne intermittent, c'est quand même quelque chose d'assez actuel. Et donc, on en parlait avec nos invités. Donc, on avait cette question, tiens, finalement, et là, je reviens vers Madame Rob, qui est psychologue. Le jeûne intermittent augmenterait la concentration. Et est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Moi, j'ai lu des études qui disent que ça dépend de la période, c'est-à-dire du temps que vous jeûnez. C'est la même information que j'ai trouvée. Il y a plusieurs études et pas les études disent la même chose, mais au début, quand on commence, ça peut être plutôt une baisse de concentration parce qu'on n'a pas encore habitué, on ne mange pas pendant plusieurs heures et donc du coup, l'esprit est bien occupé parce qu'on pense à la nourriture, du coup on est moins concentré, ou juste aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a d'autres études qui disent après un temps, après une semaine etc., d'habituation, ça augmente la concentration. Le corps va compenser en fait et donc va augmenter peut-être la concentration. Peut-être, oui. En tout cas, moi, je sais que dans le jeûne, par exemple, les 30 jours, là, je sais que la première semaine, c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a une reprise d'énergie comme ça, où on va s'hyperactiver, qui est en fait naturel, parce qu'un animal qui a faim, entre guillemets, je ne dis pas qu'on est des animaux, mais un animal qui a faim, il va se mettre à rechercher de l'alimentation et donc à s'activer. Et donc, c'est une réaction un peu instinctive, c'est de s'agiter et de bouger plus. Il y a plein de gens qui font grand ménage. C'est aussi le corps qui s'adapte, en fait. Ouais, qui s'adapte. Je parlais vraiment de ces corps cétoniques. Et en fait, la différence avec, par exemple, pendant l'année, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation après un repas copieux, on a ce coup de pompe, cette fatigue. C'est ce qu'on a un peu pendant l'année après nos repas. Et c'est vrai que quand on jeûne, comme on va chercher cette énergie à l'intérieur, on a comme ça une énergie un peu diffuse et c'est constant. On n'a pas ces coups de pompe. Parfois, ça peut venir pendant le ramadan l'après-midi, on fait une petite sieste et on est de nouveau debout. Mais c'est pour ça qu'on ressent souvent cette énergie, ce regain. Je crois que pendant le ramadan, le plus compliqué, c'est la fatigue, mais pas la fatigue à cause de l'alimentation. C'est parce qu'on se lève tôt la nuit. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on est fatigué, mais c'est plus le manque de sommeil parce qu'on va se lever tôt la nuit pour manger très tôt le matin. Mais en soi, c'est pas vraiment l'alimentation qui fait qu'on est fatigué. C'est vraiment les horaires de prière, par exemple, quand on prie la nuit ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut pas mélanger, en fait. Normalement, c'est vrai qu'il y a cette énergie qui est plutôt diffuse tout au long du jeûne et qu'il n'y a pas de pic glycémique comme on peut voir parfois. Alors, il y avait cette question aussi, tiens, mais à qui s'adresse le jeûne intermittent ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut faire ce jeûne ou
est-ce que ça s'adresse qu'à un type de personne en particulier? Ça s'adresse déjà aux adultes en bonne santé. Il faut savoir qu'avant de commencer un jeûne, je dis toujours qu'on ne se réveille pas comme ça du jour au lendemain et on se dit « Allez, je vais commencer à jeûner ». Ça se prépare. Sinon, on va plutôt subir son jeûne plutôt que vraiment le vivre et en retirer le maximum de bienfaits. Donc, ça s'adresse aux personnes, certes, en bonne santé, ça c'est clair, pas aux enfants, pas aux adolescents, les femmes enceintes, les personnes âgées. Et alors, il faut surtout que ça soit bien encadré par des professionnels de la santé, diététiciennes, médecins traitants, pourquoi pas aller voir aussi si on a des troubles du comportement alimentaire, comme on le disait, aller voir avec la psychologue. Donc voilà, il faut vraiment partir et se dire... puis aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux jeûner ? Bon, quand c'est pour une raison religieuse, là, c'est clair. Mais par contre, se poser la bonne question. Est-ce que c'est pour perdre du poids ? Est-ce que c'est pour mettre un peu mon métabolisme au repos, mon corps au repos ? Est-ce que c'est parce que j'ai des inconforts digestifs, dysbiose, ballonnement voilà. Et savoir pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Et alors, du coup, on le vivra aussi mieux. Ça peut aussi toucher tout ce qui est ballonnement, c'est-à-dire que si on a des petits soucis intestinaux, le fait de jeûner... Ça peut aider, ça peut faciliter aussi le transit. De nouveau, dans les études, on voit vraiment qu'il y a un effet évidemment sur notre microbiote intestinal. Quand je vous disais, c'est vraiment le nettoyage de printemps, c'est ce qui se passe. Nos bactéries, on va parler de bonnes bactéries, vont plus s'activer au détriment des autres. Et on le sait très bien, hein, notre intestin, c'est un peu notre deuxième cerveau. Ouais. Et du coup, la production de sérotonine, l'absorption de vitamines va se faire vraiment de manière optimale. Et c'est pour ça que les personnes se sentent aussi parfois beaucoup mieux. Ouais. Moi, j'ai moins de consultations pendant... C'est vrai, en plus, les gens se sentent beaucoup mieux quand ils jeûnent psychologiquement, mais parce qu'ils sécrètent plus de sérotonine, évidemment. Donc, forcément, qui est, je le rappelle, moi j'appelle ça les petites hormones antidépressives. Oui, c'est ça, l'hormone du bien-être. L'hormone du bien-être. Et pour que les auditeurs comprennent, donc moi je suis psychologue aussi, mais il faut savoir que les antidépresseurs, comment ils font ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent justement la sérotonine pour qu'elle reste sécrétée dans le cerveau, dans le corps. Et donc du coup, parfois les gens pensent que quand ils avalent des cachets, c'est de la sérotonine en cachet. Et donc je leur dis non, en fait vous les avez à l'intérieur de vous, c'est juste qu'elles ne sont pas sécrétées peut-être en quantité suffisante ou autre. Et donc ça bloque leur recapture et on les laisse un peu être dans votre corps et dans votre cerveau. Et du coup, ça vous fait du bien. Mais donc là, on peut se dire que le jeûne pourrait être bénéfique au niveau de la santé mentale. Alors, du coup. Encore une fois, je précise, tout dépend de ce qu'on va manger. Voilà. Oui, on va en parler justement juste après. C'est vrai que c'est important voilà. On va juste poser la question d'abord à Mme Ropp et après on va parler des aliments qui sont autorisés ou interdits durant ce jeûne. Mais Mme Ropp, est-ce que ça peut être efficace chez des personnes qui souffrent d'obésité, par exemple ? Bon, mon rôle est beaucoup plus le soutien psychologique dans l'obésité. Donc, est-ce que ça peut être efficace ? Oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment très important, comme elle a dit aussi, de savoir pourquoi on fait ce jeûne, de se laisser soutenir par des professionnels. Et si c'est vraiment pour une perte de poids, ok, oui, mais ça reste un régime. Ça peut être efficace, mais ça reste un régime comme plein d'autres régimes. Ouais. Et avec un régime, oui, un régime peut être efficace. On peut perdre du poids dans une période déterminée. Mais quoi après ? Oui, comment ça va se passer après ? C'est là où c'est intéressant de faire intervenir une psychologue, je trouve. Parce que ce matin, justement, je parlais avec une usagère et on discutait de ça. Elle me disait, je ne comprends pas parce que j'ai maigri, mais j'ai mal quand je mange. Mais je dis oui, mais en même temps... on a fait maigrir votre corps, mais votre tête, elle continue à manger de la même manière. Et donc maintenant, il faut rééduquer aussi son esprit à manger correctement. Oui, et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'on a pris des habitudes alimentaires et puis aussi pourquoi on mange. Il y a beaucoup de nourriture émotionnelle aussi. Et ça, je suppose que vous devez travailler sur ça aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des blessures affectives ou des manques ? Moi, je parle souvent de manque de plaisir dans la vie. J'aime bien parler du plaisir, moi, en consultation. Mais c'est vrai, il y a des personnes, elles ne prennent pas de plaisir dans leur vie. Et leur seul plaisir qu'ils ont, c'est de manger, en fait. Et du coup, quand on ne mange plus parce qu'on est censé avoir fait un régime, comme vous dites, qu'est-ce qui se passe après ? On n'a plus aucun plaisir, alors, et on se déprime. Donc ça, c'est tout votre travail, finalement, aussi, d'accompagnement.
C'est ça qui est plus... C'est un peu... vous travaillez plus sur le cerveau, la tête, et vous un peu plus sur le corps aussi. Mais il faut les deux pour le patient, je pense, et pour les personnes, parce que on ne peut pas dire au patient qui a une obésité juste jeûner et ça va aller. Oui, voilà. Non, il faut trouver vraiment les raisons profondes qui ont poussé à cette obésité. Est-ce qu'il fait de l'activité physique, oui, non. Enfin voilà, c'est vraiment réorganiser un peu son quotidien et toutes les règles hygiéno-diététiques autour de sa vie. Voilà. Donc juste le jeûne pour maigrir. C'est pas suffisant. C'est pas la seule. D'ailleurs, on le voit très bien pendant le ramadan. Hein. Il y a des personnes qui vont stabiliser le poids, il y a des personnes qui vont perdre et des personnes au contraire qui vont prendre du poids. Donc clairement, tout va dépendre de la manière dont on va le faire. Donc il faut vraiment poser les bonnes questions avec la personne et savoir pourquoi elle veut jeûner. Mais en tout cas, clairement, pour l'obésité, je crois que c'est pas la solution miracle. Je suis assez d'accord. Ce serait plus compliqué. Et du coup, j'en reviens à cette question. Quels sont les aliments qui sont autorisés ou interdits durant ce jeûne? Qu'est-ce qu'on peut réellement prendre comme aliment? Pendant la durée du jeûne, donc pendant les 16 heures quand on observe un jeûne intermittent, comme je vous ai dit, il y a deux cas de figure. Ou bien on peut encore continuer à boire de l'eau, du thé, bouillon, ou alors c'est rien du tout. Et alors qu'on va se réalimenter, c'est là qu'il faudra vraiment faire attention. Et là, c'est un peu les principes d'alimentation variée, équilibrée, saine. Et avec un gros point pour l'hydratation. Donc, on ne peut pas drainer correctement son corps aussi pour éliminer les toxines si on n'a pas bu correctement. Donc, on va vraiment s'hydrater. Par exemple, pour le ramadan, on va commencer vraiment du ftour jusqu'au fameux petit déjeuner au milieu de la nuit, boire vraiment une eau riche en sels minéraux. Donc ça, c'est très, très, très important, l'hydratation. C'est quoi les eaux riches en sels minéraux? Comme l'aspa ou des... Non, justement, l'aspa, je sais pas. Elle est très faible. C'est une eau riche en résidus, donc en calcium, en sodium. Épar, par exemple. Voilà. C'est pas ce qu'on boit quand on est enceinte. Là, on nous dit de boire de l'eau comme ça, un peu des marques un peu spéciales avec des goûts un peu. C'est quand on est constipé. Quand on est constipé, on conseille l'eau épar, justement. L'aspa, par exemple, on va la conseiller pour une personne avec une insuffisance rénale. Ah oui. Voilà, parce qu'il y a moins de résidus secs. Mais par contre, on a la Contrex, la Vittel, tout ça, ce sont des bonnes eaux. Certaines eaux pétillantes aussi, la Badois, voilà, comme ça on aura tout cité. Je sais pas si on peut faire de la pub pour les bouteilles d'eau. On en a dit 3. Oui, mais c'est juste pour qu'on puisse visualiser, c'est quoi une eau avec toutes ces... Sur le marché, la plus faiblement minéralisée, c'est l'aspa, pour être honnête. Mais après, il y en a qui aiment beaucoup. Et donc, pour vous, par exemple, couper son jeûne, ou en tout cas, si on jeûne avec de l'eau, c'est bien de prendre des eaux riches en calcium, riches en magnésium. Ouais. D'accord. Ok. Alors, concernant l'alimentation, là, c'est vraiment alimentation équilibrée. C'est-à-dire, on va s'orienter vers des légumes, beaucoup de légumes, sous forme de soupe, de salade, des légumes cuits. Pour les féculents, alors là, on va s'orienter vers les féculents complets, les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa, voilà. Pour les viandes, on va aller vers des viandes blanches, parce que c'est vrai que la viande rouge est difficile à digérer et on la digère pendant longtemps. Le poisson aussi, c'est une bonne alternative. Il faut faire attention aussi à la manière dont on va la cuisiner. Une viande cuite au four ou grillée sera évidemment plus digeste qu'une viande frite, par exemple. Ça aussi, il faut faire attention. Je pense au poisson. Dans notre culture, on adore le poisson frit. Il faut savoir que c'est vraiment une éponge. C'est comme une éponge plongée dans l'huile, en fait. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Et alors, on va quand même éviter tous les produits très sucrés. Donc, évidemment, comme je vous le disais, on a mis un peu son corps au repos, tout son système digestif. Et c'est vrai qu'apporter comme ça beaucoup de gras ou beaucoup de sucre, ça aura un petit peu l'effet inverse. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai senti la différence. Je suis partie à l'étranger là récemment, et justement, là-bas, il n'y a pas mes chocolats que j'aime bien manger d'habitude, mes bonbons que j'aime bien manger d'habitude. Et du coup, je me suis retrouvée sans. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer sans, en fait. Ouais. Et je me suis trouvée moins fatiguée. En fait, moins de perte d'énergie, de pics d'énergie différentes. En fait, le fait de ne plus manger de sucreries, de ne plus manger de chocolat,
et en meilleure santé, sentiment d'être en meilleure santé en fait, parce que là-bas, tous les légumes viennent de la terre et donc et puis pas de sucre, pas de chocolat, pas de boisson sucrée, que de l'eau. Voilà. Moi, je bois que de la grenadine d'habitude, donc voilà. Donc c'est vrai ce que vous dites, parce que vraiment, quand on mange quelque chose de sucré, il faut savoir qu'on a un pic dans notre sang de sucre. Donc la glycémie s'élève très haut. Et donc l'insuline est activée. L'insuline, c'est la fameuse hormone qui va faire rentrer le sucre dans nos cellules. Elle a deux fonctions, l'insuline. Elle va faire rentrer le sucre dans les cellules et elle va stocker au niveau du foie sous forme de glycogène le sucre. Et donc en fait, ce pic va monter très haut quand on mange comme ça des aliments forts sucrés. Et ce qui va se passer, c'est que ça va vite redescendre parce que l'insuline est activée justement. Et c'est là que c'est pour ça qu'on dit que le sucré appelle le sucré. C'est qu'en fait, ça fait un pic, ça redescend et on a ce petit coup de mou et on a encore envie d'en reprendre. Voilà. Pour monter. C'est pour ça, souvent aussi après le repas, un repas copieux, on a comme ça, on dit j'ai envie d'un truc sucré. Et pourtant on a bien mangé, donc c'est aussi, ça peut aussi expliquer par ça. Il y a une petite dépendance, quoi. C'est ça. Oui, il faut faire attention. Mais c'est impressionnant parce que on nous le dit souvent. On nous dit souvent, beaucoup de diététiciennes viennent nous dire attention le sucré, etc. Et quand on l'arrête, on voit que vraiment ça change même au niveau de l'humeur. Je trouve que c'est vraiment plus calme. C'est une dépendance, le sucré. Et on n'est pas cette attirance pour le sucré n'est pas innée. On n'est pas né avec. On l'a apprise depuis qu'on est petit d'ailleurs, avec le miel sur la tétine. Donc on a appris à aimer le sucré. C'est un peu notre récompense. Notre cerveau a assimilé ça au bien-être. Et en fait, on peut refaire marche arrière, heureusement. Et une fois qu'on commence à habituer notre corps à plus manger sucré, le fameux décrochage des sucres, en fait, on n'arrivera plus jamais. Par exemple, j'ai des patientes qui ont commencé avec 4 sucres dans leur café et qui aujourd'hui ne mettent plus rien. On y a été progressivement, mais il y a toujours vraiment moyen, avec une bonne prise en charge, d'y arriver. Moi, j'essaye, j'ai diminué. J'ai pris un sucre coupé en 2 et alors j'ai fait des demi-sucres. Donc je me dis, j'en mets 3 demi-sucres. Ça fait déjà plus 3 gros sucres, ça fait 3 demi-sucres. Je me dis, je suis déjà à 1,5. Voilà, il faut y aller progressivement. Et vous allez voir qu'avec 3 sucres, ça n'ira pas du tout. Voilà, 3 sucres, ça n'ira pas. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est impressionnant et c'est important d'avoir cette bonne alimentation parce que justement, ça abîme notre corps aussi quand on suralimente. Ce qu'on voit beaucoup, moi je trouve, c'est que parfois on a tellement d'envie qu'on va avoir une table, mais que des gâteaux, que du sucre, que des soupes, mais vraiment très lourdes, avec plein de trucs dedans, mais gras, etc. Et donc c'est vrai que parfois quand on mange ça, on se sent pas bien aussi. Parfois on a des nausées ou on est ballonné, on peut avoir on a l'impression d'avoir mal au rein ou au pancréas, j'en sais rien. Mais quand on se suralimente comme ça d'un coup, il y a une remontée comme ça, c'est pas... Il faut vraiment y aller progressivement. Des petits repas, on commence par exemple pour la rupture du jeûne par des fruits. Il y a des personnes qui boivent une petite soupe de légumes à la rupture du jeûne. Moi, j'essaie de faire ça parfois, boire une petite soupe de légumes et puis peut-être un verre d'eau, puis d'aller prier et puis d'attendre un petit peu que le corps se réactive. Voilà. Et puis éventuellement après manger un petit repas, mais des légumes, peut-être du riz ou un petit peu de... Il y a déjà la viande blanche, par exemple. Oui. Il y a la composition du repas, donc sert des légumes, des repas bien riches en fibres, des féculents complets. Mais il y a aussi la manière dont on va manger. Il faut prendre son temps aussi. Ça, c'est vrai, on mange. Et c'est vrai que on a tellement faim qu'au final, on mange vite. Et vraiment, il faut prendre le temps et y aller tout doucement. Je me demande si c'est pas vous, à la dernière émission, qui nous aviez expliqué que, en fait, notre cerveau envoyait un signal à notre corps à partir de 20 minutes en disant ça y est, t'as assez mangé. Voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est aussi un des facteurs d'obésité. Souvent, quand on parle avec les ados qui souffrent de surpoids ou d'obésité, en fait, ils avalent. C'est même plus manger. Il faut savoir que la digestion commence déjà dans la bouche avec notre salive et nos enzymes. Donc, ça commence vraiment dans la bouche et ça va vraiment progressivement. Et le tube digestif, surtout les bactéries, sont connectées aussi avec notre cerveau. Mais ce serait chouette comme sujet de... on a plein d'idées de sujets. Alors, on va devoir repartir à la pause quelques instants. Mais, chers auditeurs, on revient. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser vos questions au 0488 106 800. Et je vous dis à tout de suite avec nos invités. Voilà,
nous sommes déjà de retour. On a encore plein de questions. Du coup, c'est bien qu'on ait fait une toute petite pause. En off, on rigolait déjà sur plein de petits sujets. Dommage que vous avez pas les off aussi, parce qu'on s'amuse bien en off avec les filles. Donc, justement, on se posait la question aussi avec Madame Ropp, si le fait de jeûner, donc de faire ces jeûnes intermittents, ça ne met pas un peu plus de pression ou d'anxiété autour du poids, c'est-à-dire avec un peu cette obsession de dire il faut absolument que je perde du poids. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmenter l'anxiété peut-être en jeûnant? Je ne sais pas si c'est avec un jeûne intermittent, c'est plus fort qu'avec d'autres régimes, mais c'est vrai que quand on fait un régime, on se met des règles souvent très strictes qui ne sont pas toujours évidentes à tenir, surtout parce que c'est très souvent un grand décalage avec notre alimentation d'habitude. Et donc, du coup, oui, on se met un taux très haut ou une attente très haut. Et si, pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à le faire, très souvent, on se culpabilise. Et donc, du coup, on peut créer une obsession ou une sorte d'obsession autour du poids et de l'alimentation, et ça, c'est psychologiquement vraiment... Vous rencontrez parfois dans vos consultations des personnes qui ont ces obsessions autour de leur poids, qui sont très inquiètes de leur poids, qui ont déjà fait plusieurs régimes et qui voient que ça ne fonctionne pas. Oui, très souvent. Je ne sais pas si obsession, j'ai utilisé le bon mot parce qu'il a la traduction en français, oui. Oui, mais effectivement, il y a beaucoup de gens... Qui sont inquiets, on va dire, qui sont anxieux ou inquiets par rapport à leur poids. Oui, très inquiètes et que ça devient un sujet pendant toute la journée. En fait, est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux manger ça? Si je mange ça maintenant, peut-être je grossis. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui commence à... C'est un peu comme des ruminations mentales, c'est-à-dire on y pense tout le temps. Oui. Et très souvent, ça commence après un régime strict. Parce qu'un régime strict dit, tu peux pas. Ou si tu fais ça, c'est tel nombre de calories, et donc du coup, tu vas grossir. Et oui. Pourtant, de ce que je sais, en tout cas des diététiciennes, parce qu'on en a déjà reçu quelques-unes ici, c'est pas tu peux pas. C'est pas ça, en fait. Voilà. Tu peux manger autrement, mais pas tu peux pas. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas les petits plaisirs ou pas du tout. C'est juste pas possible, en fait. On peut pas interdire. Ça doit faire partie du quotidien, parce que, peut-être pas du quotidien, mais en tout cas, on doit se faire plaisir de temps en temps. Parce qu'au final, la personne ne peut pas tenir sur le long terme. Si c'est strict et c'est à la calorie près, ça c'est voué à l'échec, ça c'est sûr et certain. Et quand on interdit, je crois que vous le savez mieux que moi, on se focalise sur ça. Et voilà, on est obsédé par l'éclair au chocolat que la diététicienne a interdit. Voilà, et ça ne marche pas. On fait des compromis. Avec... on fait un peu du bricolage, c'est ça, entre ce qu'on peut, ce qu'il faut faire attention. Voilà, moi je discute souvent avec mes patientes, je dis à quel moment vous savez que vous en avez besoin. Il y a souvent des moments dans la semaine où mes patients, c'est plutôt le mercredi ou c'est plutôt le vendredi après la grosse journée. Il y a des moments comme ça clés, on a envie de se relâcher. Que ça va être ce moment-là où il faudra le petit aliment plaisir. Et voilà. La différence que vous avez dit là aussi, c'est un régime soutenu par un diététicien. Ça, c'est tout à fait différent qu'un régime qu'on lit sur Internet et on le fait toute seule. Je pense qu'on s'est soutenu. Les diététiciennes savent qu'est-ce qui est bien et qui n'est pas bien. Moi, j'avoue que, par exemple, même moi, j'ai des adolescents à la maison qui veulent, par exemple, faire le jeûne de Ramadan, mais je surveille beaucoup, c'est-à-dire que je vais surveiller est-ce qu'ils ont bu assez, est-ce qu'ils ont mangé des légumes, est-ce qu'ils ont pris des vitamines. Voilà, il ne faut pas lâcher et dire, voilà, tu jeûnes et puis c'est tout. Enfin, je sais qu'hier, mon fils m'a dit, oh, c'est bon pour le ftour, je vais manger une pizza. Je dis, non, faut pas déconner, tu peux manger une pizza, mais tu manges d'autres choses à côté. Alors, voilà, parce que moi, je suis inquiète, ils sont jeunes. Et donc il faut vraiment faire attention à ça aussi. Enfin là, c'est aussi un message pour les parents, par exemple, dont les jeunes ont envie de le faire. Je pense qu'il faut quand même les accompagner. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on fait que sur Internet ou que les trucs culturels, il faut aussi quand même faire attention. Est-ce que l'enfant a bien bu? Exactement. Surtout, vous parlez de l'adolescence et de l'enfance aussi. Il y a aussi des enfants qui veulent essayer quelque chose. Oui, ils font des demi-journées. Enfin, moi, je sais que les miens, ils faisaient des petites demi-journées jusque midi. Bon, après, si c'est un petit jour plic-ploc par-ci, par-là, c'est pas ça qui va vraiment
Mais je pense surtout aux jeunes filles en pré-ado qui peuvent comme ça avoir déjà des petits soucis avec leur image, leur corps. Et là, c'est vrai qu'il faut faire attention. Les risques pour l'anorexie, vous voulez dire? Oui, voilà, de développer du trouble du comportement alimentaire, c'est ça. Là, on va vraiment éduquer, en fait, éduquer nutritionnellement. Voilà ce qu'il faut manger. Voilà, comme ça, ce sont des bases qu'elle va garder en grandissant et éviter malheureusement tous les cas d'anorexie et de boulimie. Parce que c'est vrai que ça se développe aussi pas mal à l'adolescence, ce type de maladie, malheureusement. Malheureusement, j'en ai pas mal en plus. C'est beaucoup, c'est souvent suite à un mal-être, et puis c'est l'image aussi de soi, on est mal dans sa peau. Et puis l'alimentation, c'est... elles ont souvent, enfin je dis elles, mais il y a aussi des garçons, mais c'est vrai que statistiquement c'est moins. Voilà, elles ont l'impression de contrôler, elles ont le contrôle de cette alimentation au final, et c'est vraiment quelque chose pour elles de facile à maîtriser. Et une fois qu'elles maîtrisent ça via l'anorexie ou la boulimie, c'est difficile. On en parlait justement avant l'émission, c'est très difficile à les prendre en charge. Et on parle ici anorexie, boulimie, mais il y a aussi beaucoup de personnes où on voit pas forcément physiquement qui sont en poids, disons, normal, entre parenthèses, mais que mentalement, ils sont quand même tellement inquiets par leur poids, par l'alimentation, et on peut presque dire que c'est aussi une forme de trouble alimentaire, alors que dans le physique, on le voit pas. Oui, parce qu'ils sont pas apaisés, en fait, ils ne pensent qu'à ça tout le temps, et donc ça peut même les empêcher d'avoir d'autres activités à côté, quoi. C'est ça. D'où l'importance pour les parents aussi de toujours parler avec eux, de bien leur faire comprendre. Là, je passe un petit message parce que j'en vois beaucoup aussi en consultation, de leur bien montrer aux jeunes que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Il faut arrêter. C'est des images terrible, mais on entend parfois des choses en consultation. Une ado de 15 ans qui commence à fumer parce que ça fait maigrir. Voilà. Ça, j'ai entendu aussi. Quand on entend ça, c'est pas gai, quoi. Et voilà. Et elle me dit, oui, j'ai vu ça sur TikTok. Voilà, c'est tout ça. Il faut vraiment parler avec les jeunes et tout le temps leur rappeler les bienfaits d'une bonne alimentation, et puis l'image du corps. Enfin, c'est tout un travail. Oui, et puis il y a aussi, on a déjà fait une émission sur les réseaux, mais c'est clair que quand on voit sur les réseaux des filles qui sont retouchées avec les filtres, etc., et on se dit, je veux être aussi belle qu'elle, je veux être toute mince, je veux être ceci, je veux... Mais attends, mais de toute façon, on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes os, on n'a même pas le même gabarit, et donc... Du coup, ce côté, il faut absolument être tout mince comme ce qu'on peut voir sur les réseaux. C'est pas du tout la réalité, quoi. Donc, et c'est vrai que ça touche beaucoup les ados, cette question d'image du corps et donc, oui. Mais du coup, moi, je voulais rebondir un peu sur la question de la santé mentale parce qu'on en a parlé un tout petit peu avec la sérotonine tout à l'heure. Mais est-ce que il y a des bienfaits du jeûne intermittent pour la santé mentale, par exemple? Au-delà des risques pour l'anorexie dont on vient de parler, mais est-ce qu'il y a il y a aussi des points positifs au jeûne intermittent pour la santé mentale? Oui, je pense que oui. Tout dépend à quel moment et pour quelles raisons tu fais aussi cet régime-là. Mais quand tu arrives à le faire et voir que tu réussis, que ton corps se nettoie, que tu as une bonne alimentation au moment que tu veux manger, ça donne de la motivation, ça peut créer de la plaisir, etc. On a parlé un peu du plaisir que ça pouvait ce qui pouvait se propager dans le corps. Et puis cette motivation aussi, j'ai réussi à le faire. Et il y en a beaucoup qui sont aussi motivés. Du coup, j'ai réussi à jeûner. Je vais continuer à bien manger justement pour pas récupérer et on va dire effacer tous les bénéfices de mon jeûne. Donc, et puis ils se sentent aussi, je suis capable. C'est aussi un peu un regain de confiance en soi. Donc ça aussi, dans ce cas-là, je me suis dit ça avec le sucre. Je me suis dit c'est trop génial. J'ai arrêté de manger du sucre sans même m'en rendre compte. J'ai commencé à boire de l'eau alors que j'en buvais jamais. Je me suis dit c'est super. Faut que je continue quand je serai en Belgique. Quoi. Je trouve ça génial. Quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a trop de tentations ici. Donc, mais c'est vrai que c'est se dire on a réussi à faire quelque chose et on essaie de le tenir et que c'est bon pour. Si on sait que c'est bon pour notre santé, si on sait que c'est bon pour, on sent dans notre corps aussi qu'on récupère de l'énergie, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes qui perdent du poids et qui sentent qu'au niveau de la mobilité, ils se sentent mieux parce qu'ils peuvent bouger plus facilement aussi. Donc ça, c'est plus chouette aussi, évidemment. En fait, c'est... Oui, pardon. C'est très fort lié, le physique et la mentale. Quand on se sent physiquement bien, du coup, le mental suit très souvent. Oui, c'est ça.
Oui, c'était ça que je voulais dire. C'est une fois qu'on se sent bien, voilà, ça nous motive à continuer. C'est comme les premiers kilos perdus. Quand les patients voient qu'il y a une taille en moins dans les vêtements, d'office, ça motive. Voilà, on y est arrivé et on maintient cette spirale positive, en fait. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages et les inconvénients du jeûne intermittent au quotidien? Oui, au quotidien. Les avantages, c'est vraiment, comme on le disait, c'est une autodiscipline. Ça nous permet de nous autodiscipliner au quotidien parce que c'est des horaires souvent bien cadrés. On ne mange pas comme ça plic-ploc n'importe quand. On se concentre aussi sur autre chose que sur l'alimentation. Donc la période où on va jeûner permet de faire plein d'autres choses et on évite de penser « Ah, il est midi, il faut aller manger. Ah, c'est l'heure du goûter. Ah, voilà ». On se concentre sur autre chose. On est un petit peu plus endurant, on a plus de patience aussi quand on va jeûner. L'inconvénient, je dirais, c'est un peu de maintenir une vie sociale. Parce que souvent, les personnes qui jeûnent disent « Oui, mais à midi, parfois, je ne peux pas manger avec les collègues. » Et voilà, c'est surtout un peu ça, l'inconvénient. Après, moi, je trouve qu'on peut s'asseoir avec les personnes. C'est pas, moi, personnellement, si moi, je jeûne et qu'à côté de moi, les gens mangent, je m'assieds avec eux, je papote, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ouais. Après, c'est un peu de la gestion de la gestion mentale, du self. C'est ça. Et voilà, il faut pouvoir s'autogérer et se dire, voilà, moi ça me dérange pas que les gens mangent autour de moi, par exemple. Hein. Mais bon, voilà, on vit quand même ici en Europe, tout le monde ne jeûne pas, par exemple. Maintenant, ça devient à la mode de jeûner. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font des jeûnes intermittents. Moi, je sais que j'en ai dans ma famille qui font du jeûne intermittent et ils m'ont dit tiens, je vais faire quelques jours de Ramadan avec toi. Je vais maigrir un peu. Je trouve ça marrant quand on me dit ça, moi. Quand c'est pour une raison vraiment religieuse, c'est complètement différent que les personnes qui commencent un jeûne intermittent pour d'autres raisons. Là, c'est vrai que on a invité le vendredi ou quoi. On a son rythme, son horaire à respecter. Et voilà, c'est ce qui revient dans les témoignages un peu. Ouais, c'est la vie sociale, on va dire. C'est la vie sociale où on se dit, mince, je peux pas aller boire un verre ou manger un petit bout en sachant que... C'est ça, c'est ce qui fait le plus craquer d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Pour ça que les patients n'arrivent pas à suivre ça longtemps. C'est parce que au niveau de la vie sociale, ils n'y arrivent pas toujours. C'est comme un peu, c'est comme quand on est en sevrage de quelque chose et qu'on doit éviter certains endroits. C'est un peu pareil, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Il y avait la question aussi de la motivation. Donc, est-ce que un patient qui se plaint de perte de motivation, est-ce que le jeûne, ça pourrait lui redonner de la motivation? Tout à l'heure, vous disiez, Madame Ropp, que le fait d'accomplir, d'avoir réussi à faire un jeûne, c'est quelque chose de gratifiant. Mais est-ce que ça peut jouer aussi sur la motivation? Je pense que tout dépend pourquoi on a perdu cette motivation-là. Et pour le jeûne, il faut aussi une grande motivation parce que c'est quand même pas évident de ne pas manger pendant 16 heures. Je pense que je pourrais jamais faire ça. C'est vrai, il faut essayer, Madame Ropp, il faut essayer. Vous ne pouvez pas faire, c'est pas bon pour votre santé, à mon avis. Il n'y a plus de tissu adipeux chez Madame Ropp parce que vous ne la voyez pas, mais Madame Ropp, elle ne mange pas des chocolats avant d'aller dormir comme moi. Je vous taquine. Peut-être beaucoup de sport. Peut-être, c'est vrai, on peut faire beaucoup de sport, c'est vrai. Elle est venue en vélo, hein. Ah, mais voilà, le vélo. Non, c'est vrai, le vélo, ça brûle bien les calories, ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit, quand on aime manger, il faut aimer le sport aussi. Oui, c'est ce que je dis à tout le monde. J'ai dit, faites du sport, comme ça, vous mangez ce que vous voulez. Donc, c'est vrai que le sport, c'est important. On a oublié de parler de ça, mais à côté de ça, il ne s'agit pas que de faire des régimes et que de s'arrêter de s'alimenter. La question de quand même garder une certaine hygiène de vie, en fait. Voilà. Hein. C'est tout le paquet, en fait. C'est vraiment... Oui. Il faut pouvoir faire du sport aussi, faire du sport, jeûner de temps en temps et pour pouvoir garder... et l'alimentation saine, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment la base, en fait. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer chez une diététicienne pour vraiment comprendre ce qui est bon et pas bon, parce qu'on ne le sait pas, en fait. On n'a pas cette éducation à l'alimentation. Je ne sais pas si vous, Madame Ropp, quand les gens viennent chez vous, quand ils vous disent tout ce qu'ils mangent ou comment ils mangent... si ils réalisent réellement en fait que c'est pas bon tout ce qu'ils mangent, quoi. Moi, c'est vraiment petit à petit en faisant ces émissions avec des diététiciennes, je me suis rendu compte que je me dis je suis à côté de mes pompes, il y a des trucs que je fais qui sont vraiment pas bons ou quand on laisse cramer des trucs, enfin voilà. J'ai envie de dire surtout allez chez les diététiciennes et arrêtez de vous informer sur les réseaux Internet. Voilà, c'est vraiment allez demander aux professionnels de la santé, les diététiciennes qui est quand même un métier reconnu en Belgique et protégé
par l'SPF Santé. Donc vraiment aller voir des professionnels de l'alimentation pour avoir les réponses à vos questions. On fait rarement cette démarche. Hein. Et alors moi je dirais, on peut aussi aller voir une psychologue spécialisée dans le domaine alimentaire parce que une psychologue, elle va aussi pouvoir travailler sur tout l'aspect mental aussi, tout ce qui est nourriture émotionnelle, tout ce qui est en lien avec par exemple la boulimie, l'hyperalimentation, l'hyperphagie, etc. Enfin, oui. Exactement. C'est travailler sur son histoire aussi. Tiens, quel est le rapport qu'on a avec la nourriture depuis son enfance aussi. Exactement. Et savoir, pourquoi ça bug à un moment donné, quoi. Donc, chacun a son histoire et son rapport à l'alimentation aussi. En soi-même et voir un petit peu ce qui ne va pas, ce qui va. Et petit à petit, on arrive à dénouer des situations, mais en travaillant en collaboration avec une équipe multidisciplinaire. Alors, on va tout doucement terminer cette émission, mais est-ce que vous auriez chacune un conseil à donner à nos auditeurs Je ne sais pas, Madame Rob, est-ce que vous auriez un petit conseil pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, ne commence pas un régime, n'importe laquelle, juste comme ça. Réfléchis pourquoi tu veux le faire et si c'est pour une perte de poids, laisse-toi soutenir par des professionnels pour ton image, le côté mental et par la psychologue par exemple, et pour le côté physique plus pour une diététicienne. Par exemple, ouais. Et je rejoins un peu, toujours se référer à des professionnels, bien être encadré, se poser toujours la question pourquoi est-ce qu'on veut jeûner si c'est pas en dehors d'une raison religieuse. Et surtout se préparer. Quand on veut jeûner, entamer un jeûne intermittent, on se prépare et tout se passera bien. Mais merci à toutes les deux, c'était vraiment sympa pour toutes ces informations. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez trouver le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Nous vous retrouverons à mon avis le jeudi dans 3 semaines. Parce que j'ai un petit décalage horaire et donc du coup c'est toujours le jeudi entre 18 et 19h sur Arabelle FM au 106.8 et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à dans 3 semaines. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.